Avoir la mucoviscidose, c'est mon super pouvoir. Et à partir du moment où on ne lutte pas, la résistance, elle s'apaise. Et donc tout est beaucoup plus facile. En un cycle, nous sommes 4 femmes avec des forces et des faiblesses qui sont différentes. Nombre, ce n'est qu'une ombre juste parce qu'elle n'a pas été mise en lumière. Clairement. Combien de personnes ont voulu me mettre sur un piédestal? Et je leur dis non, je fais 1m53, hein. Me mets pas là-haut, je suis comme toi. Juste, j'ai des expériences et ensemble, on va se servir de ma boîte à outils. Merci donc d'accueillir Cyrielle installée sur les canapés, confortablement installée qui plus est, parce qu'elle s'est mise à son aise et c'est tout l'intérêt évidemment de ce studio. Bonjour Cyrielle. Bonjour Marc. C'est vrai, vous êtes bien installée là. Ah mais complètement, très bien. Parfait, très bien. Et vous allez entendre le débit de parole de Cyrielle. On a dû vous le dire. Mais je vais faire un effort, je vais diminuer mon curseur. C'est une belle énergie en tout cas. Oui. Parce que vous avez un débit de parole qui est soutenu. Oui, tout à fait. Bon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu sur le petit visuel, évidemment, on va parler du parcours de vie de Cyrielle, on va parler de l'expertise, de l'accompagnement. Coach pour femmes, que femmes? Essentiellement pour femmes, oui. C'est vraiment le domaine dans lequel je me sens le mieux et ce qui me fait le plus vibrer. Bon, on va voir que on dit parfois dans ces émissions et dans ce que l'on propose sur ABC que lorsque le corps parle, il est temps de prendre en considération ou d'écouter ce que le corps dit. C'est ce qui a peut-être motivé aussi votre parcours de vie? Disons que mon corps m'a toujours murmuré des choses. Donc moi j'ai de la mucoviscidose, donc c'est une maladie qui est génétique. Et j'ai toujours su que j'avais la muco. Je ne l'ai pas appris lorsque j'avais 8 ou 10 ans. On l'a appris que j'avais la muco, j'avais 6 mois. Donc j'ai vraiment grandi avec ça en tête. Alors la mucoviscidose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les problèmes respiratoires, c'est ça? Exactement, c'est une maladie génétique qui touche tout ce qui est système respiratoire et digestif. Voilà. Donc c'est un parcours de vie qui est quand même un petit peu particulier, avec beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, depuis toute petite. Et après, voilà, ça s'est intensifié à partir de mes 9 ans à peu près, avec des événements un petit peu marquants, on va dire. Voilà. Qui ont fait que vous avez décidé de changer de vie. Quelle était votre première partie de vie alors pour le coup? Alors ça, c'est une question, c'est curieux parce que j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait eu vraiment de gros passages. C'est-à-dire que ça a été une évolution un petit peu constante, globale. Donc à 9 ans, je me suis cassé le bras et on a commencé, c'est pas en lien, mais on a commencé à faire des cures d'antibiotiques de manière régulière. Donc c'était des cures en intraveineuse et tous les 3 mois, j'avais 15 jours d'antibiotiques. Ce qui est lourd. Oui. C'est très très lourd. Donc en fait, j'avais même, à l'époque, je m'étais dit, mon Dieu, mais ça fait 2 mois par an où je suis branchée H24. Donc c'est lourd. C'est très très lourd, surtout pour une enfant. À 11 ans, on me faisait une lobectomie. Donc on m'a retiré un morceau de poumon. C'était source de multiples traumatismes, il faut le dire. Donc on m'a retiré un morceau de poumon qui était surinfecté. Donc j'ai été en soins intensifs pendant plus d'1 mois. J'ai été sous morphine. On m'a retiré la morphine du jour au lendemain. Donc à l'époque, on se posait moins la question, je pense, de l'accompagnement mental et psychologique, surtout des enfants. Et je me suis réveillée en pleine nuit, en manque, en fait. À 11 ans. Ça, c'était à 11 ans. Hein. Ouais. C'était à 11 ans. Et je me rappelle très très bien de ce moment. C'était paniquant, en fait, parce que donc, c'était dans le noir, en pleine nuit, en soins intensifs, donc avec les bip-bip des machines constamment. Et là, tout d'un coup, l'impression d'imploser de l'intérieur. C'était littéralement comme si je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression que j'allais mourir. Et c'était de l'intérieur, comme s'il y a quelque chose de l'intérieur, mon corps qui me disait c'est insupportable. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et est-ce que c'est ça qui, parce que c'est ce que vous expliquez dans votre fiche de production, c'est que vous dites que la connexion à l'invisible dont vous parlez, est-ce que vous pensez que la maladie a accentué ou a permis en tout cas d'avoir une connexion plus concrète, plus fine? D'avoir le haut débit. Le haut débit, c'est ça, quelque part. C'est ça, parce qu'en fait, moi, depuis toute petite, je suis connectée vraiment très fort. À 4 ans, l'un de mes premiers souvenirs, c'est d'avoir vu la Vierge. Et ça a été plusieurs nuits consécutives. La force que j'ai eue, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une maman qui m'a cru. C'est-à-dire que je me rappelle, c'est vague parce que j'étais petite quand même, mais j'ai ce souvenir où il y avait cette notion de, ok, ça peut être juste un rêve, ça peut être ton imagination, parce que petite, à 4 ans, la nuit, l'imaginaire, quoi. Ça peut être votre éducation? Non. Vous n'avez pas eu une éducation religieuse ou une éducation... non, pratiquement pas. La seule, c'était ma grand-mère, et c'était après, je pense, parce que c'est moi qui étais demandeuse. Mais non, très peu, on n'allait pas à l'église, pas du tout, pas du tout. On est très pudique par rapport à la spiritualité dans la famille, ou on l'était du moins. Et, mais quand je lui en avais parlé, elle m'a dit, bon, ça peut être ça, mais quand même, ce que tu me décris, elle ressemble beaucoup à cette dame-là. Et c'est là où j'ai dit, bah oui, voilà, c'est elle.
et pendant plusieurs jours. Donc Essayez de nous décrire cette manifestation que vous avez alors. J'ai un souvenir, mais comme si c'était hier, quoi. Je me vois dans mon lit et il y avait donc pas loin de la fenêtre et j'ai vu une femme entourée de voilages très lumineux, très clairs. Voilà. Et je me rappelle, la première fois j'ai eu peur, je me suis mise sous la couette. C'est sûr. La deuxième nuit, j'ai eu moins peur et elle s'est approchée. Ah, parce qu'il y a eu donc, ça s'est fait en plusieurs étapes, plusieurs fois. Ouais. Ah oui. Mais c'est flou. J'ai juste cette image-là et cette impression de, il y a quelqu'un au pied de mon lit. Et la deuxième nuit, elle est encore là, mais elle a l'air gentille. et je pense que ça a été sur 2, 3 ou 4 nuits. Et après, les souvenirs se confondent. Je me rappelle qu'à la fin, j'étais apaisée en me disant, waouh, on se sent bien près d'elle. Et vous avez un message, vous avez quelque chose? Non, c'est juste une présence. Juste, elle est là. Ok. Et donc, vous en parlez à votre maman, qui vous dit pas, mais bien sûr, c'est bien sûr, non, qui est ouverte plutôt à ça. Ah oui, c'est sûr. Ok. Et qui accepte en fonction de ce que vous lui décrivez. Oui, complètement. C'est elle qui a fait le rapprochement. Qui fait le rapprochement. Eh bien, évidemment, à 4 ans, évidemment. Non, pas du tout. Et puis surtout, on n'avait pas à la maison d'images ou de statuettes ou de rien du tout, quoi. Rien du tout. Elle m'a dit, mais regarde. Et oui, c'est elle. Qu'est-ce que vous faites de ça alors du coup? Rien, ça fait partie de moi. Ouais. Ça fait partie de moi. Et en fait, ça s'est accentué au fur et à mesure. Et lorsque vous avez eu les opérations jusqu'à 11 ans, etc., est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations qui auraient peut-être pu effectivement vous protéger ou quelque part vous conforter ou vous rassurer? Alors en fait, moi du coup, après, j'ai eu beaucoup c'était des présences. C'est donc là, quand j'ai eu 11 ans, j'ai donc tout cet épisode avec la lobectomie, ça a été source d'énormément de souffrance. Parce que c'est extrêmement douloureux. Le retrait des drains, la morphine, les douleurs même. Enfin, je suis restée, je crois, 1 mois et demi à l'hôpital. Et ça a été, vraiment multiples souffrances et multiples traumas. J'ai travaillé après dessus. Là, par exemple, il y a 5 ans, j'aurais été incapable de vous parler de ça sans pleurer. Ah ouais. Ah ouais. Les traumas que ça a été, c'était vraiment très, très... suffisamment fort pour que... Après, je suis quelqu'un d'émotif, je pleure facilement, de bonheur, ou parfois plutôt de tristesse. Mais là, c'était plutôt les chutes du Niagara, donc c'était insupportable. Hello les amis, je suis Aaron et je suis médium. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk. On a toujours peur de tomber sur la mauvaise personne et c'est là qu'on perd nos croyances et ça peut être quelque chose de très dangereux. Et en tout cas, ce ne fut pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un médium qui tient bien la connexion aussi, ce qui est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une très grande qualité en médiumnité. Et je le remercie. Donc, merci Aaron pour tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça sera une grande communion et surtout de grandes retrouvailles. À très vite les amis. On dit souvent, et les thérapeutes disent ça souvent, quand on pose la question de savoir à quel moment on sait qu'on a réglé un trauma, par exemple. Ouais. C'est lorsque l'émotionnel n'est plus nécessairement présent. C'est-à-dire que lorsque vous évoquez votre trauma et que vous n'avez pas une émotion dite négative, c'est que vous avez sans doute réglé ce trauma. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Je pense que c'est très, très juste. Alors ça a été bien plus tard, parce que donc, à 11 ans, j'ai eu ça. À 15 ans, on m'a fait... Donc, je tombais de scooter, bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc, j'avais un porte-à-4. Donc, un porte-à-4, c'est une chambre implantable dans laquelle on introduit l'aiguille pour faire la perfusion régulière. Et donc, la chute que j'ai faite a fait que je me suis cassé la clavicule. Donc, il a fallu tout changer. Et pendant 9 mois, j'ai eu donc des perfusions au niveau des bras. Voilà. Et je suis très difficile à piquer. J'ai des veines qui sont toutes petites, aujourd'hui encore. Et on m'avait dit, bon, mais t'inquiète pas, on va te mettre sous gaz, sous Méopa. Tu vas voir, c'est génial, c'est hyper drôle, tu vas faire que rire. C'est pas le vécu que j'ai eu. Moi, le vécu que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai ce souvenir où j'avais toute la douleur, seulement mon cerveau n'était pas suffisamment présent et conscient pour dire, j'ai mal. Le cerveau était perdu. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu ma vision qui s'est obscurcie parce que je respirais plus. Et j'entends ma mère, dans la pièce, qui dit « mais elle ne respire plus, le ballon d'oxygène ne se gonfle plus ». Et donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, une éternité. Si ça se trouve, dans les faits, ça a été que 30 secondes. Mais j'ai vu ma vision s'obscurcir. Et un nouveau trauma. Et ça a été... donc là, j'ai pu respirer à nouveau. Une sorte de mort? Ouais. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais je me suis vue partir. Et j'ai eu très peur parce que d'un côté, on ne faisait pas du tout attention à moi parce qu'elles n'arrivaient pas à me piquer. D'ailleurs, je me rappelle, c'est bien à gauche, hein. Ça fait pourtant quelques années, 20 ans presque. Et donc, je garde les cicatrices un peu partout
des piqûres. Mais ça, ouais, je me rappelle quand j'ai respiré à nouveau, là, on a tout arrêté et finalement, voilà, la cure d'antibiotiques a été ajournée. Enfin, on a tout mis sur pause, quoi. C'était affreux. Et donc là, voilà, c'est des gros épisodes qui ont été difficiles. Et j'ai grandi avec tout ça, avec ces grosses fragilités, ces grosses vulnérabilités. Et ça ponctuait un petit peu tout. C'est comme si on avait des lunettes qui venaient poser une couleur sur tout ce qui nous entoure. Un filtre, en fait. Et quand j'ai eu mon premier enfant, à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai eu ce déclic de, OK, il faut que je travaille sur moi. Il faut que je me libère de tout ça, c'est pas possible. J'avais toujours pratiqué la méditation depuis l'adolescence. J'ai toujours eu une vie spirituelle et un peu ésotérique. Et à un moment donné, je fais, OK, ça va pas. Et donc, je me suis formée à l'EFT. Donc, l'EFT, c'est donc une méthode de libération émotionnelle à base de tapping. Et c'est là où, eh bien, on est allé voir les dossiers et on a commencé à creuser. Et en effet, quand on va voir nos ombres, waouh, c'est pas confortable. C'est même sacrément inconfortable, c'est douloureux. Ça fait pas envie, parce que des fois, vous savez, c'est comme si on était près d'une mare, là, et que, oh purée, ça fait pas envie, c'est boueux. Dès qu'on y met le doigt, on se rend compte qu'il y a de la vase et tout. Mais à un moment donné, il faut y aller. Et qu'est-ce que vos parts d'ombre révélaient de vous ? Eh bien, en fait, les parts d'ombre, alors au-delà de la tristesse, de la peur, du sentiment d'injustice aussi, une colère énorme. Et pourtant, durant une partie de ma vie, j'étais persuadée d'avoir très peu de colère à l'intérieur de moi. Et en fait, plus j'allais creuser, plus je me rendais compte que ma colère était énorme. Mais qu'en fait, dans mon cerveau de petite fille, je m'étais dit, mais je peux pas être en colère et montrer que je suis en colère aux gens, parce que déjà que je suis malade, je vais pas être aimable, en fait. Les gens n'ont... Comment on peut aimer quelqu'un qui est malade et qui en plus a de la colère ? C'est fou, hein. Ce qui se passe dans un cerveau, c'est incroyable. Et quand j'ai conscientisé ça, la lumière a fait jour, quoi. D'où venait cette colère ? Je pense que c'était le sentiment d'injustice. C'est tout simplement pourquoi moi Ah oui. Pourquoi tant de souffrance. Ça a été aussi toutes les fois où il y a eu de l'acharnement thérapeutique. Parce que vraiment, à l'époque, les choses ont évolué, je dis pas. Mais à l'époque, la prise en considération des émotions, de la vie émotionnelle et vie au-delà de la douleur, en fait, la prise en charge était sacrément différente. Et du coup, c'est très souvent que face à l'adulte, je me suis sentie en petite fille soumise. Et je me mettais moi aussi dans cette situation-là. Et j'étais même en colère contre moi. Pourquoi j'ai pas dit non ? Pourquoi je me suis pas rebellée ? Vous étiez trop jeune pour ça. Trop sage aussi. Trop sage Puisqu'il aussi, y avait ouais. ce côté raisonnable où je me disais, mais je sais que c'est pour mon bien. Et quand tout ça, ça s'est réveillé, je sais pas, je devais avoir 26 ans, 27 ? Oh, ça a été très violent. Je me suis rendu compte, comment c'est possible qu'il y ait tout ça à l'intérieur de moi sans que je m'en sois rendu compte. C'est là qu'on se rend compte que l'esprit est très très fort. Et c'est l'EFT qui révèle ça. Oui. Et avec ma formatrice, donc j'ai beaucoup fait de EFT pour moi à la base. Et puis bon, j'ai tellement expérimenté l'outil que quand j'ai fini par être libérée et ressentir cette légèreté, je me suis dit, mais il faut que les autres ressentent ça aussi. Parce qu'on est tous perclus de souvenirs désagréables ou d'inconfort. Conscient ou inconscient. Enfin, moi, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr, exactement. Que c'est un outil qu'il faut offrir au monde. Parce que c'est pas possible de rester prisonnier dans un carcan comme ça. Donc aujourd'hui encore, l'EFT fait partie de votre approche ? Tous les jours. Tous les jours. Que ce soit pour moi, avec mes enfants aussi, ça marche très bien avec les enfants, et aussi pour, évidemment, mes clientes. Ce qui est formidable, c'est que vous dites, c'est à la naissance de votre premier enfant, qu'il y a cette espèce de révélation que vous pouvez avoir en disant, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, exactement. Et le combat commence, le combat, si je puis dire, la remise en question, la recherche, le questionnement commence à partir de la naissance de votre enfant. Alors, je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu cet aspect où, à partir de la naissance de mon premier, il y a vraiment cette je veux pas être cette maman pleine de blessures, qui manque de confiance en elle, et qui est prise au piège de ses propres pensées, de ses propres douleurs. Donc il y a eu ça. Après, j'avais cette ouverture à la spiritualité depuis l'enfance. Ça s'est pas apaisé. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, quand je me suis rendu compte que c'était pas normal de parler à des gens, que du coup j'ai fermé la porte, parce qu'ils m'ont dit, mais en fait, tu peux fermer à tout moment, c'est comme une fenêtre ou une porte. Tu peux l'ouvrir ou la fermer. Bon, à l'adolescence, j'ai fait, je vais la fermer, voir ce que ça fait d'être en fait comme tout le monde, parce que quand la parole se délie et qu'on a nos amis et tout, et que finalement on se rend compte, mais tu fais pas ça, toi ? Mais tu discutes pas. Mais t'as pas des réponses ou t'as pas... Tu te dis, bon, alors attends. Déjà, c'est donc pas normal. c'était pas, voilà. Alors aussi prudence, parce que attention à qui tu en parles. Ça, je pense que c'était ma mère. Genre, c'est très très bien d'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier, mais attention à qui tu te dévoiles, parce que c'est des choses qui te sont personnelles, qui te sont intimes. Et il y a des personnes parfois qui ne sont pas très bienveillantes. Mais j'ai toujours eu de la chance par rapport à ça. Et donc, j'ai fermé la porte.
Mais quand même, de temps en temps, j'ouvrais. Bon, ils étaient toujours là. Ça va, je pouvais refermer. Mais par contre, je me suis rendu compte que pendant cette période où j'étais entre guillemets fermée, pardon, je l'étais peut-être pas tant que ça. Puisque de temps en temps, j'avais comme des cheveux, comme si on me tirait les cheveux là. 2-3 cheveux au sommet de la tête. Jusqu'au jour où je me suis dit, ah, mais est-ce que ce serait pas une manière pour eux d'attirer mon attention pour que je réouvre, qu'ils me donnent un message et que je referme. Et là, vous savez, c'est comme les images qu'on voit parfois sur les réseaux avec les supporters sportifs. Quand on ouvre, ça fait « Ouais, la coffrie !» C'est comme ça que vous l'avez complètement. perçu et reçu. Alléluia. Et en fait, c'était ça. C'était OK. Ils avaient trouvé pour que je sente qu'il fallait que je m'ouvre à eux, ne serait-ce que quelques instants, une sensation physique. Donc, toujours revenir au corps. Et donc, c'était comme s'il fallait tirer 2-3 cheveux. Et donc, quand c'était ça, maintenant, j'ouvrais la porte. Ah, OK. On échange. Et là, je pouvais refermer. Il y a quelque chose d'intéressant, et on peut toujours se poser cette question, et cette question que vous vous êtes posée aussi dès toute petite avec cette légitimité, ce fameux pourquoi. Ouais. Pourquoi moi ? Est-ce qu'au travers de l'EFT, est-ce qu'au travers des perceptions, est-ce qu'au travers quand vous avez ces capacités-là, que vous avez développé ces capacités, vous avez eu la réponse à ce pourquoi ? En fait, c'est bien avant l'EFT que j'ai eu mon pourquoi. Mon pourquoi, il est depuis toute petite. Parce qu'en fait, j'ai tellement eu cette connexion. C'est-à-dire que quand j'ai eu, je crois, à peu près 15 ou 16 ans, on avait fait un voyage à Blois. Et je me suis vue. J'avais la réalité que l'on vivait là, avec ce voyage, entre guillemets, familial. Et d'un côté, j'avais des visions de vie passée. Donc j'ai toujours eu cette connexion. Les voiles ont toujours été très, très fins. Et donc, ce grand pourquoi, il a toujours été là. C'est-à-dire que je savais que j'avais cette spiritualité et ces capacités qui étaient innées et terriblement faciles, en fait. Que du coup, j'ai toujours su que ma vie serait en lien avec ça. Mais le pourquoi de la maladie ? Le pourquoi de la maladie est en lien avec la maladie, avec justement ses capacités. C'est-à-dire que je suis persuadée que la muco, c'est mon super pouvoir. La muco, et j'ai pas peur de le dire parce que vraiment, c'est une vérité en moi, quoi. Avoir la mucoviscidose, c'est mon super pouvoir. Parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. Eh oui. Et j'ai toujours eu cette notion de ça, même quand j'étais adolescente. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les personnes qui sont touchées, soit par la maladie, soit pour des traumas, soit par des situations de vie douloureuses, ont tous cette réflexion-là. Ou en tout cas, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont cette réflexion en disant « je remercie d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que je suis l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui, l'accompagnant de vie, le coach ou la thérapeute », ou d'autres qui restent dans ce carcan de colère, qui ne sortent pas de ça, et qui se disent c'est tellement injuste, c'est pas normal, pourquoi moi, et pourquoi est-ce que je me coltine ce truc ? Donc on a ces deux cas de figure-là. Soit on s'en sort et on en fait une force, soit évidemment c'est plus compliqué et un accompagnement est nécessaire. Mais je pense que c'est une question de positionnement aussi. Oui, c'est-à-dire comment est-ce que je décide consciemment de me positionner face à cette maladie ? Est-ce que c'est mon ami, auquel cas on va avancer ensemble ? C'est-à-dire que, et je me disais, je lisais beaucoup. J'ai plus trop le temps de lire, mais bon, faut pas avoir d'enfant si on veut lire. C'est vrai. Ou alors à 22h30, voilà. Mais non, on est fatigué, on dort. Exactement. C'est vrai. Et donc, je lisais beaucoup. À la fois en lien avec la spiritualité. C'est très jeune que j'ai lu du Dalai Lama, Eckhart Tolle, enfin voilà. Mais je lisais aussi beaucoup d'heroic fantasy. Et il y a plein de petites perles de sagesse dans l'heroic fantasy. Il y a plein de choses, il y a plein de vérités cachées. Pourquoi je disais ça ? Je sais plus. Et il y a une image à un moment donné qui m'a beaucoup parlé, où il y a une héroïne qui dit, ok, en fait, mettons ma main droite, c'est moi, c'est celle que je suis. Et là, je l'ai adaptée, je me fais, ok, la main gauche, c'est la mucoviscidose. Plutôt que d'être comme ça, on va être comme ça. Et à partir du moment où on ne lutte pas, la résistance, elle s'apaise. Et donc, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus doux. Alors qu'on dit souvent, je lutte contre la maladie. Ouais, complètement. Alors, c'est pas que je lutte contre la maladie, c'est que je lutte avec la maladie. C'est-à-dire que nous sommes des partenaires. Mon corps est porteur de mucoviscidose. Et ça, ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Parce que génétiquement, je suis faite comme ça, comme je suis blonde avec les yeux bleus. Par contre, c'est comment est-ce que je vais, moi, m'en sortir et faire que cette maladie est une force. Eh bien, voilà, la maladie, c'est une force parce qu'aujourd'hui, elle me permet de connaître la souffrance. Elle m'a permis de connaître le désespoir, de connaître tout un tas de sentiments qui sont extrêmement lourds. Vous êtes passé et par toutes ces étapes. Exactement. J'ai connu la douleur, j'ai connu la colère, du coup. J'ai connu l'injustice, le désespoir. Ce moment où on en a marre aussi. Et quand tu vas à l'hôpital, qu'on te dit « Allez, bon courage », c'est pas une question de courage parce que j'ai pas le choix. C'est plutôt une question de force. Ok, vas-y, force et honneur, quoi. Comme un gladiateur. Mais
Et c'est parce que j'ai pu rencontrer toutes ces épreuves, toutes ces expériences, qu'aujourd'hui, je peux accompagner mes clientes. Parce que quelqu'un qui n'a jamais rien vécu, entre guillemets, c'est terrible ce que je dis, mais quelqu'un qui a une vie douce et confortable, bien sûr, ça peut être un accompagnant qui est qualitatif. Mais quand on a vécu les choses de l'intérieur, on peut comprendre d'autant plus. L'empathie que j'ai, et de par l'hyper-émotivité que j'ai, qui est normale, hein, avec la muco et tout, bon. Donc cette hyper-émotivité, je la mets au service de mes clients. Toutes ces expériences, je les mets au service. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a vraiment cette compréhension où je sais exactement par où je vais les faire passer pour aller vers la légèreté, puisque j'y suis passée aussi. Et vous pensez que c'est ce qui vous apporte aussi cette légitimité-là ? Et oui, mais ça, j'ai été longue à le comprendre. La légitimité, c'est vraiment une question. Parce que quelque part, j'avais l'impression de tricher. Depuis toute petite, j'étais connectée à mes guides. Depuis toute petite, j'ai les mains qui ont chauffé à partir de l'âge de mes 9 ans. Et on ne savait pas ce que c'était d'ailleurs. Je disais à ma mère, maman, j'ai les mains qui chauffent, regarde. Et je m'approchais d'elle, je mettais ma main là et... Mais on ne savait pas, c'est petit à petit qu'on a détricoté ça et qu'on a compris en fait ce qu'il y avait derrière. Donc cette légitimité-là, vous voulez être posée quand même. Complètement. Et c'est souvent aussi, même dans les épreuves, lors de décès par exemple. Moi, très vite, je sens l'énergie et l'âme de la personne et je peux sentir si elle est apaisée ou en colère ou s'il y a des choses. Je reçois des messages. Et j'en discutais encore avec mon conjoint. Là, j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an, un peu plus. Et malgré tout, l'apaisement est arrivé assez vite. C'était terrible de le perdre. Mais au bout de 3 mois, déjà, et je lui dis, c'est de la triche. J'arrive à le percevoir. J'arrive à encore recevoir des messages, c'est de la triche. Il m'a dit, non, c'est pas de la triche. Mais c'est vrai que t'as de la chance. Non, mais alors, on dit souvent, dans la plupart des émissions d'ailleurs qu'on propose, tout le monde a ses capacités, tout le monde est capable d'eux. Et c'est même assez frustrant pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie-là ou dans ce ressenti-là. C'est même... Je peux, mais je fais comment ? Exactement, mais on commence par quoi, etc. Alors, c'est vrai que une fois que vous avez évincé toute cette question de légitimité, de cette colère au travers de l'EFT, ça n'en fait pas un programme d'accompagnement. Ah non, pas du tout. Mais là aussi, j'ai l'impression d'avoir triché. Oui. Parce que donc, toujours à la naissance de mon premier enfant, ça a été, en fait, je me rends compte là, rien qu'en en parlant, à quel point la naissance de mon premier m'a offert mon ancrage et ma présence. Le deuxième, lui, il fait travailler aussi d'autres choses. Mais c'est pas les mêmes, c'est normal. C'est 2 garçons que vous avez ? Ah, moi, je fais que des gars. Que des gars, bon, ok. Mais je m'arrête là. Et oui, parce que j'ai aussi des grossesses très compliquées. Mon premier enfant, au lieu de prendre des kilos, j'ai perdu 10 kilos. C'est-à-dire que j'ai fait ma grossesse à un poids constant, sauf que quand j'ai accouché et que le placenta, le liquide amniotique et le bébé étaient sortis, j'étais à -10 presque. J'étais très, très, très maigre. Et ça, c'est la mucoviscidose qui en est à l'origine, vous pensez ? Oui, en partie. En partie. Et je me rappelle que je me suis réveillée la nuit qui précède donc l'accouchement. Et là, je respire. Je ne m'étais pas rendu compte que je respirais plus. Parce qu'au début de grossesse, j'étais à 52% de capacité pulmonaire. Et donc avec un bébé dans le ventre, à un moment donné, on avait arrêté de faire les examens parce que autrement, c'était trop dans le négatif. Non, pas dans le négatif, mais enfin, ça aurait été trop bas, ça aurait été un peu inquiétant, vraiment. Et tout d'un coup, je respirais. Et sauf qu'entre-temps, il y a des traitements qui sont sortis. C'est de la trithérapie. Et chez certains, ça a changé complètement leur vie parce qu'ils sont passés de capacité pulmonaire autour de 30 à des chiffres beaucoup plus élevés, autour de 80%. Moi, c'est pas autant, mais j'ai récupéré quand même 10% de capacité pulmonaire. Et vous avez fait ce traitement ? Ouais. Okay. Et je le prends encore. Et vous le prenez encore ? Ok. Donc, je suis à 50% de capacité pulmonaire. J'étais à 50% environ, 52. Aujourd'hui, je suis à 60. Okay. Et en fait, ça a changé ma vie. Parce que j'ai plus besoin de faire la sieste. J'ai plus besoin d'avoir des nuits de 9 heures pour pouvoir être en forme. Je peux dormir 7 heures et je tiens toute la journée. Et surtout, ça nous a permis d'avoir ce deuxième enfant qu'on attendait. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Donc alors le programme, du coup, l'accompagnement. Oui. Alors du coup, l'accompagnement que je propose, là où j'ai eu l'impression d'avoir triché, c'est que quand j'ai eu mon premier enfant, donc j'ai toujours été accompagnée par mes guides, Mère Marie a toujours été présente,
Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal l'équipe céleste avec les archanges qui étaient présentes, même s'ils ne se sont pas présentés de suite, ça a été après. Je discutais beaucoup avec donc, une entité qui était extrêmement positive. Et en lisant, à un moment donné, je me suis dit, purée, ça correspond vachement. Et je lui dis, est-ce que tu es l'archange Aniel? Il me dit, bah oui. Tu me l'as pas dit? Bah tu me l'as pas demandé? Ok. Bon bref, c'était la parenthèse. Et donc, lorsque j'ai eu mon premier enfant, je me rappelle, il était tout petit. J'étais en train de changer la couche. Et là, j'entends une nouvelle voix, une nouvelle signature énergétique. Je dis, mais qui est-ce? Et c'était la déesse Isis. Alors, c'est pareil, moi je ne crois qu'en ce que je vois, ou ce que je perçois, du moins, ce que je peux vivre. Et c'était la première fois que j'avais l'impression de sortir un petit peu eh bien, de tout ce qui était chrétienté ou la déesse Isis. Ah, bon, très bien. Et à partir de là, elle ne m'a jamais quittée. Et l'accompagnement a été vraiment... autant que Mère Marie était quelqu'un de très enveloppante et de soutenante, qu'Isis, c'est l'enseignante, quoi. Elle est multiple, hein, c'est vraiment une déesse, c'est la déesse aux 10 000 noms, donc elle porte bien ce nom-là, où elle peut nous paraître sous plein d'aspects différents, mais moi, ça a été l'enseignante. Elle m'a beaucoup appris, beaucoup enseigné, et en fait, mes formations, eh bien, c'est grâce à elle. C'est-à-dire que j'ai eu des formations, certes, avec des enseignantes en France, donc en français, mais elle, c'était vraiment, on est allé plus loin. Et on a travaillé avec des énergies, avec donc des programmes où on parlait vraiment de thématiques. On a parlé, je sais pas moi, de créativité, de sexualité, mais aussi de connexion, d'ancrage aussi à la terre, plein de choses. Et c'est comme ça qu'ont commencé à naître mes programmes. Donc j'ai eu un programme vraiment exclusivement avec la déesse Isis, où c'est accompagner les femmes à se reconnecter à cet aspect sacré en elles. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Il y a bon, je suis une fan d'Harry Potter, mais il y a notre vie moldue, mais il y a aussi cette vie sacrée. Et c'est ça qui fait qu'on est dans l'équilibre. Alors, qui sont ces femmes qui font appel à vous, qui viennent vous voir? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Alors, ce sont des femmes qui sont en recherche de reconnexion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sensation à l'intérieur de « j'ai tout pour être heureuse, mais je ne suis pas heureuse ». Pourtant, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des enfants, ou alors avec la vie, quoi, peut-être un divorce, ou quoi, peu importe. Mais il y a ce quelque chose qui manque. Soit il s'agit de confiance en soi, mais surtout la vie leur paraît fade un peu, comme si la vie ne peut pas se résumer à ça, en fait. C'est un peu triste, un peu ennuyeux. Et en fait, l'idée, c'est que moi, mon job, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont multitâches. Alors ça, elles le savent. Mais surtout elles sont multifacettes. Être une femme, lorsqu'on est connecté comme ça à ces énergies féminines, eh bien, on est comme notre cycle menstruel. Qu'on ait un cycle menstruel ou qu'on ait eu un parcours de vie, qu'on n'ait plus d'utérus, il y a toujours cette énergie qui nous traverse féminine qui est cyclique. Et donc, on passe par 4 phases hormonales différentes, d'un point de vue physiologique, et qui correspondent à 4 phases énergétiques différentes. Et donc, ça veut dire qu'en un mois, en un cycle, nous sommes 4 femmes avec des forces et des faiblesses qui sont différentes. Et en fait, plutôt que d'être quelque chose qui va être lourd, qui va être... souvent, quand on dit, voilà, purée, j'ai mon SPM, quoi, j'ai mon syndrome prémenstruel, on imagine quelqu'un qui est pas bien, qui est un petit peu avec des idées noires, qui est douloureuse, Et en fait, non, si on changeait notre regard sur notre cycle menstruel et si on acceptait qu'en fait, c'est plutôt, là aussi, une chance d'être une femme. Parce que ça veut dire que je vais avoir des capacités et des opportunités qui sont différentes en fonction de mon cycle. Et donc, on est beaucoup plus connecté à soi. Moi, je travaille beaucoup avec la notion d'archétype féminin. Et vraiment, ce qui m'anime, moi, ce sont les déesses. Parce que j'ai toujours, que ce soit dans mes lectures à l'adolescence ou après, plus tard, quand je travaillais avec les énergies féminines, la déesse Isis et d'autres archétypes féminins forts, c'est ça qui donne de la force. On a toute envie d'être des déesses. Et en fait, moi, les femmes qui viennent me dire, je fais OK, à l'intérieur de vous, il y a des déesses. Il suffit juste d'aller à leur rencontre. D'aller rencontrer ces énergies féminines à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces énergies? Et c'est comme ça que sont nés mes programmes. Et alors donc ce programme-là, cet accompagnement-là, concrètement, en termes d'atelier, comment est-ce que ça passe par quoi? Donc là, cet accompagnement-là, ça s'appelle Femme Souveraine. Et c'est un accompagnement sur 5-6 mois. Donc je peux le faire en présentiel, mais c'est aussi en ligne, parce que c'est tout à fait possible de le faire. Et toutes les 2 semaines, nous allons voir une déesse différente. Et l'idée, c'est que chaque déesse va venir nous apporter des éclairages et des petits exercices sur des thématiques différentes. Donc on a donc le fait de se poser des objectifs, la confiance en soi, la créativité, la sexualité, l'abondance, la magie féminine intérieure, l'intuition, mais aussi cette capacité à prendre notre place et à s'affirmer. Et donc ce sont plein de déesses qui vont venir nous donner des informations. Et l'idée,
c'est que c'est ce que je dis à celles que j'accompagne, c'est OK. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette déesse? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Et qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous? Il ne s'agit pas de développer une spiritualité qui leur soit... elles vont être elles-mêmes, elles ne vont pas changer. Par contre, elles vont mieux se connaître. Et c'est ça l'objectif, c'est d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous sommes tellement plus complètes que ce qu'on a l'impression. Souvent, les femmes qui viennent me voir, elles ont l'impression d'être prises au piège un peu dans ce schéma métro, boulot, dodo, ou alors mère de famille avec une charge mentale énorme. Et en fait, quand elles viennent me voir, je leur dis « Mais vous pouvez être tellement plus que ça !» tout en étant profondément vous-même. Et quels sont les outils que vous utilisez alors? Alors, les outils que je propose... L'EFT, j'imagine que c'est... Alors, exactement. Ouais. Il y a de l'EFT, mais il y a aussi beaucoup de méditation. La méditation, moi, c'est vraiment quelque chose... Ça fait 8 ans que je fais méditer des femmes et des hommes aussi, où on fait des cercles de méditation, parce que c'est vraiment un possible qui est énorme, la méditation. Donc, il y a les méditations, l'EFT, mais aussi du coaching, c'est-à-dire qu'on va vraiment se poser des questions pour avancer concrètement. L'idée, c'est que si on veut aller vers la transformation, très bien, mais il faut y aller et il faut aller voir ses ombres. Mais bien souvent, aller voir ses ombres, ça fait peur, ça fait pas envie. Et pourtant, qu'est-ce que c'est libérateur? Et c'est vraiment ça que je leur dis, c'est la sensation de légèreté qui est possible d'avoir. Ça vaut tout l'or du monde. Et donc ça, même à distance, en ligne, puisque vous proposez effectivement un accompagnement en ligne, ça a le même impact. Ah oui, bien sûr. Que si on était en présentiel. Bien sûr, parce qu'en fait, ça se présente sous plusieurs formes. Donc, il y a à la fois un accompagnement qui va être individuel, où elles vont avoir, donc, avec ce programme en ligne, des exercices à faire toutes seules, et des choses à lire et à réfléchir toutes seules. Mais il y a aussi des cercles. J'adore les cercles. Oui, bien sûr. La magie du cercle. Et donc, ce sont des cercles où elles vont vivre ensemble des méditations, des voyages intérieurs, et où les expériences des unes vont venir nourrir les expériences des autres. Et les prises de conscience, elles sont incroyables à ce moment-là aussi. Donnez-nous un exemple. Vous avez un exemple de quelqu'un qui vous a profondément marqué au travers d'un cercle, par exemple, ou d'un avant-après? Quelqu'un qui vient avec une problématique. Je vais parler... c'est la première chose qui me vient, je ne sais pas si ça correspond vraiment. Donc, c'était il y a plusieurs années, je faisais des cercles de femmes en présentiel, et il y a une maman qui est venue, et elle est arrivée, elle s'est mise en pleurs, parce qu'elle avait un bébé qui était tout petit, elle était en postpartum, et ça a été très difficile. Et juste de se sentir accueillie dans un groupe soutenant et bienveillant, sans forcément de conseils, sans forcément Non, juste, sois la bienvenue, toi et toutes tes émotions qui t'habitent. Ça a été énorme. Et plusieurs années après, donc elle est devenue une amie. C'est terrible, je ne peux pas m'empêcher d'aimer les gens. Beaucoup ont dit qu'il faut garder une présence professionnelle avec une grosse distance et tout. Moi, j'y arrive pas. C'est très, très vite. J'ai de l'affection pour les gens parce qu'on est tous humains et qu'on fait tous des expériences qui sont parfois difficiles. Bon, ça va tout seul, quoi. L'amour, ça va vite. Et donc, cette personne, est devenue une amie. Et avec une autre amie, elles ont créé des cercles de maman-bébé, de soutien. Et lorsque j'ai eu mon deuxième, je suis allée à leur cercle maman-bébé. Et elles m'ont dit, mais Cyrielle, c'est grâce à toi. Comment ça? Et elles m'ont raconté que donc l'une des deux était arrivée, qu'elle s'était effondrée, et que l'autre s'était dit, mais il faut créer des endroits comme ça sécures pour les mamans. Et ensemble, elles ont créé les cercles maman-bébé de par cette expérience-là. Magnifique. Ah ouais, quel cadeau. Et à chaque fois qu'elles en parlent et tout, je suis toute émue, c'est incroyable. Alors, la confiance en soi, évidemment, la souveraineté, la libération émotionnelle, tout cela dans un accompagnement en ligne, accompagnement en cercle aussi, au travers des cercles de femmes que vous faites où, pour le coup? Alors, avant d'avoir un deuxième, je le faisais chez moi parce que j'ai une pièce qui est aménagée où je reçois les personnes en individuel sur la journée pour faire donc les séances, que ce soit énergétiques ou de FT. Mais je faisais aussi des cercles de méditation dans cet espace. Seulement, j'ai eu entre-temps un deuxième enfant qui est aujourd'hui à 2 ans et c'est plus du tout propice que de faire des cercles de femmes le soir chez moi. Donc là, pour l'instant, j'ai arrêté les cercles en présentiel où c'est vraiment épisodique. Ce sont des ateliers une fois par trimestre, par exemple, en journée. Mais le soir, je peux plus. Ça se conjugue plus comme il faut avec ma vie de maman. En tout cas, on connaît les cercles d'hommes aussi parce que ça existe. Exactement. Évidemment, on en a reçu quelques-uns et c'est vrai que parfois, il y a des métamorphoses qui s'opèrent comme ça. Il y a des changements, des transformations, des prises de conscience qui font que la transformation arrive ensuite. Les cercles de femmes, c'est un peu plus courant. Oui, visiblement. de plus en plus. De plus en plus, oui. C'est vrai. Et donc, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Cyrielle. Juste un mot, vos enfants vont bien? Par rapport à l'AMICO, vous voulez dire? Oui, tout à fait. En fait, nous, avant d'avoir des enfants avec mon conjoint, on avait fait un test génétique pour voir justement s'il y avait un risque ou pas. Et il n'y a aucun risque. Bon.
Donc tout va très bien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on se marie en juin. Oh, magnifique. Félicitations avec Merci. un peu d'avance. Qu'est-ce que vous aimeriez, Cyrielle, que l'on retienne de vous? Je crois qu'il y a quelque chose qui est très très important, c'est que, encore une fois, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, c'est comment est-ce qu'on se positionne face à ce quelque chose. Est-ce qu'on considère que, en fait, clairement, est-ce qu'on va se positionner en tant que victime? Parce que c'est très difficile de sortir de ce rôle de victime. Donc, est-ce qu'on va justement se positionner comme ça ou est-ce qu'on va prendre ça comme une opportunité? Certains parlent du confort de la victime. Exactement. Et c'est vrai. Ce qui est paradoxal, hein. Bien sûr. Et donc, c'est comment est-ce que moi, je me positionne face à cet événement qui peut être difficile, traumatique, peu importe, et comment je le transforme en force. Comment est-ce que cette ombre monstrueuse et effrayante, je vais m'approcher d'elle et voir finalement qu'une ombre, ce n'est qu'une ombre juste parce qu'elle n'a pas été mise en lumière. Quand on est dans une pièce qui est sombre, à partir du moment où on allume la lumière, on se rend compte que ce qui était effrayant et ce qui était une ombre, c'est juste une chaise avec une espèce de manteau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment... Mais pour ça... C'est extrêmement difficile. Le premier pas est très difficile parce qu'il faut aller au-delà de la peur. Et l'accompagnement est nécessaire. Alors, bien souvent, c'est quand même plus confortable de se faire accompagner. Clairement. Parce que, évidemment, seul, on va plus vite, comme on dit. Mais ensemble, on va plus loin. Et l'accompagnement, moi, j'y crois profondément parce que... Alors, toujours avec les bonnes personnes, parce qu'il y a de tout qui se balade. Hein. J'ai fait beaucoup de salons du bien-être et... Pardon, la formulation n'est pas terrible. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai que sur 10 personnes qui candidatent... 2 sont retenus, donc on est obligé évidemment de sélectionner et de voir de quelle manière on peut proposer les choses, même si on n'est pas au cœur des pratiques et on n'est pas là le jour J quand les gens sont accompagnés. Non, mais c'est très important. Et surtout, il faut s'écouter et reprendre son pouvoir. Ouais. Parce que lorsqu'on va voir un accompagnant ou un thérapeute, très souvent on prend son pouvoir et on dit « Tiens, vas-y, guéris-moi ». Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Clairement. Combien de personnes ont voulu me mettre sur un piédestal? Et je leur dis, non, je fais 1m53. Hein. Me mets pas là-haut, je suis comme toi. Juste, j'ai des expériences et ensemble, on va se servir de ma boîte à outils. Mais reprenez votre pouvoir, quoi. Vraiment, c'est très important. Ça, et rappelez-vous que, là, je m'adresse aux femmes plutôt. Être une femme, c'est une chance, c'est un super pouvoir. Et si vous avez l'impression d'être prise au piège dans votre rôle de femme, eh bien, rappelez-vous que vous êtes multifacette et que vous êtes beaucoup plus. Et gardez espoir parce que vous trouvez quelqu'un pour vous accompagner dans ça. Parce que vraiment, ça vaut le coup de cheminer et de se rendre vers sa souveraineté, quoi. Toutes les femmes méritent de redevenir souveraines. Bravo. Belle expertise, bel accompagnement. Merci. On vous met les liens donc pour entrer en contact avec Cyrielle Garcia autour de cette vidéo. Si vous êtes dans la région bordelaise, vous aurez peut-être un jour la chance de pouvoir en présentiel faire ces cercles de femmes lorsque tout cela reprendra. Et puis sinon, donc l'accompagnement en ligne. Merci infiniment. Merci beaucoup. Faites une bise aux enfants. Ouais. Ils ont la chance d'avoir une maman connectée, merci, ouverte et qui comprend tout cela. Prenez soin de vous, évidemment. Partagez et commentez avec bienveillance, comme toujours. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.